Salut, vous avez peut-être reconnu effectivement Mission Impossible. C'est que je me mets au challenge ce soir. J'ai décidé de commencer mes petits enregistrements sur l'hypnose et l'auto-hypnose. Alors, je m'introduis. Je suis Linda Balducci. Je suis un être de ce monde. Bon, canadienne, québécoise, ayant beaucoup vécu à l'étranger parce que je suis aussi une zèbre et je suis quelqu'un qui a besoin d'être très stimulé. On va dire mes parties, ma matière grise a besoin d'être très stimulée, donc c'est un petit peu pour ça la musique aussi. J'adore la musique de film. J'ai été très cinéphile et une mélomane pendant plusieurs années. Des années où j'ai été très introvertie parce qu'il n'y avait pas beaucoup de filles à Montréal, alors ça me rendait un peu pas mal en fait introvertie. D'où le challenge de ce soir de me filmer, ce qui n'est pas courant. En plus, je suis habillée en rouge. J'ai passé des années à me faire le plus low profile possible. Les choses changent. Et d'ailleurs, l'hypnose m'a aidé à redevenir un petit peu plus expressive, on va dire, et me fait oser aussi faire cette vidéo. Donc voilà, je suis formée, j'ai toujours été passionnée par l'humain, j'ai commencé à prendre soin des petits-enfants très jeunes. Hein. Je pense que j'avais 11 ans, je gardais des jeunes, même les profs me faisaient manquer l'école quand il manquait de profs pour accompagner les étudiants dans les sorties. C'était mes petits cadeaux, parce que la tâche réussissait bien, et puis j'ai tendance à aimer les gens, et donc, puis d'être sympa avec les gens, d'être raisonnablement responsable, donc franchement, ça le faisait. Donc les profs me faisaient des petits cadeaux des fois avec une autre copine. Mais sinon, voilà, j'ai donc transformé cet amour pour l'humain-là en études. J'ai étudié l'éducation spécialisée, donc ça a été des super moments de révélation et d'études. Donc, que j'ai fait de mes, mon Dieu, 17 ans, 17 à 20 ans. J'ai fait mes études d'éducation spécialisée avec quelques stages, d'abord en maladie mentale, supervisée dans des appartements supervisés, des gens qui allaient relativement bien. Et ensuite avec des jeunes qui n'habitaient plus chez leurs parents. Et j'ai vu un petit peu les limites de notre système et j'ai eu envie de voir ce qui se passe à l'étranger. Donc, j'ai transformé cette passion-là pour ma curiosité qui était un peu toujours trop grande par rapport aux gens autour. Je l'ai transformée en allant voir ce qui se passait à l'étranger. Donc, déjà au niveau aussi un peu politique, économique, ben, je me disais, on est supposé d'être top au Québec. Hein? J'avais des profs qui, mon Dieu, dans les années 80, allaient influencer toute l'Europe avec notre pensée humaniste en psychologie. Et puis, je trouvais que dans les milieux de travail institutionnalisés, là où on était bien payé et tout, pourtant, je trouvais que ça l'avançait à deux temps, en fait. C'est ça, ça l'avançait pas suffisamment mon goût, alors que nos cours étaient basés sur la créativité et puis la recherche de solutions ludiques, sportives et dans le quotidien avec les gens. Hein. On est un peu comme un psychologue, mais dans le quotidien, comme un travailleur social, si on veut. Mais beaucoup axé vers les activités qu'on peut faire avec les gens. Et puis, j'ai un peu compris qu'il y avait une espèce de statu quo installé dans nos services sociaux. Et puis, j'avais trop d'intégrité. Moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup en l'humain, je crois beaucoup en ces jeunes. Peu importe, en fait, la situation qu'on peut vivre, je pense que justement, des fois, ça nous rend plus forts. Et puis, j'ai l'impression que le milieu était
parfois avec de très bonnes intentions, mais parfois avec les intentions qui étaient plus de protéger le personnel que de protéger, de faire évoluer la situation des jeunes. Et ça m'a été confirmé quelques années plus tard avec une copine qui faisait sa maîtrise à McGill. Et au moins McGill avoue. J'ai trouvé ça un peu rude qu'on n'avoue pas au cégep, c'était une technique. Et, mais je l'ai découvert par moi-même, puis mon intégrité a fait que, OK, on stoppe là. C'est beau la partie études, mais qu'est-ce qui se passe dans les autres pays? Donc, comme voilà, ma curiosité me portait à voir aussi ce qui se passait à l'étranger, j'ai compris que bon, il y avait des systèmes politiques qui étaient différents, notamment en Europe de l'Est, où je me suis dit, bon, il y avait un ancien système où l'argent était calculé différemment, la valeur des gens était calculée différemment. Puis je me suis dit, si déjà il y a beaucoup plus de gens à l'ouvrage qui sont actifs au travail, il y a énormément plus de chances qu'il y ait plus de soins à la personne. Puis ça a été confirmé. À l'époque, tout n'est pas noir ou blanc, hein, évidemment, mais effectivement, j'ai eu beaucoup de belles réponses. Donc, sur un système non parfait, effectivement, mais qui prenait beaucoup, beaucoup plus soin, en fait, les uns des autres, parfois forcés, malheureusement. Mais beaucoup plus caring et près des soins rendus aux humains. Donc, voilà, j'ai donc décidé de partir en Europe. Premier voyage avec une copine où on a fait un peu le tour, beaucoup de pays, les grandes villes, les campagnes, un peu pour avoir une idée comme ça. Puis c'est une copine qui était éducatrice spécialisée aussi, donc très curieuse aussi. Elle était un peu différente des autres, un peu plus peut-être avec un esprit un peu plus artiste, on va dire, ou plus un petit peu plus branché sur ouais, elle aimait beaucoup les arts aussi, on va dire. Je fais de la danse, elle faisait de la danse aussi. On a fait beaucoup de danse traditionnelle ensemble, du monde. C'était très chouette. Et bref, donc je suis partie à cette découverte en Europe. Et juste avant mon départ, malheureusement, mon père meurt. Et ça a un peu marqué un petit peu mon dénouement parce que juste avant, à la fin de mes études, en fait, d'éducation spécialisée, dans ma 3e année avant de partir en voyage, j'avais découvert Carl Roger, que j'ai infiniment aimé, qui était, disons, mon troisième super spirituel. Un peu parce qu'il y avait cette thérapie de la réalité qui me faisait dire, mon Dieu, il se passait beaucoup de choses en fait. C'est une année un peu cata où je laissais mes études que j'adorais pourtant. Je laissais mon fiancé que j'aimais beaucoup, mais on était vraiment rendus dans différentes sphères, on va dire. Il était, voilà, pas de critique. Et ma grand-mère venait de mourir aussi. Et c'était celle qui solidifiait tous les liens familiaux, celle qui rassemblait tout le monde, et je suis très famille. Donc, j'étais la plus jeune de la famille, j'étais la seule qui suivait tout le temps les oncles et les tantes. Et je le faisais pas à contre-cœur, au contraire. Moi, j'aimais beaucoup. C'était un petit peu un privilège. Je me disais, je peux suivre les oncles et les tantes. J'aimais beaucoup ça. Puis, parce que c'est une très grande famille et j'adorais venir d'avoir autant d'oncles et de tantes. Je trouvais ça tellement chouette. Et plein de cousins, cousines, même si j'étais un peu perdue dans les générations parce qu'ils étaient tous, la plupart du temps, 10, 15 ans ou 20 ans de plus vieux que moi. Ils habitaient déjà plus chez les parents depuis longtemps. Donc, je pouvais moins les suivre, mais à part 2, 3 cousins que j'aimais beaucoup, mais c'est ça. Les autres, je les aimais beaucoup, mais je ne pouvais pas les suivre. Alors, je suivais un peu leur histoire de par leurs parents. Et donc, ça a été une année un peu, vous avez sûrement déjà vécu des années un peu cata où tout plante un peu. Et tu te dis, bon,
Carl Rogers me rappelait effectivement que on est tous responsables de notre bonheur, hein, quelque part. Mais des fois, il y a des situations de la vie qui se pointent, puis tu te dis, mais j'ai rien fait pour mériter ça. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, je veux bien croire qu'on est responsable de notre bonheur. Mais là, il se passe plein de choses. Où je peux être responsable de la mort de gens qui me sont proches. Puis, évidemment, ça va m'affecter. Ça affecte mon bonheur, évidemment. Mais donc, j'étais un peu rendue à cette limite-là où je me disais, OK, Carl Rogers, génial. C'est comme dans mes tops, dans le mouvement humaniste, évidemment. Mais je voyais que non seulement il y a des situations extérieures qui pouvaient vraiment nous affecter et nous rendre, des fois, nous handicaper sur certaines, en tout cas temporairement du moins, là, nous rendre très tristes, quoi. Ce qui est beau, ce qui fait partie de la vie, hein, je ne dis pas le contraire. C'est important des fois de se remettre en question et la mort fait partie de la vie et quelque part, il y a une certaine part de beauté. Donc, malheureusement ou heureusement. Et j'avais déjà vécu la mort plus jeune de mon frère aîné, qui était un peu mon premier père spirituel. Bien avant qu'il meure. C'était déjà... Donc, type d'année un peu cata. Et je me disais, OK, des fois, il y a peut-être une limite à cette pensée-là et j'avais envie ardemment de savoir quelle autre approche je pouvais trouver à l'extérieur aussi, au niveau des soins qu'on pouvait porter à la personne, parce que je voyais la limite qu'on portait aux soins sociaux, du moins, et jusqu'à un certain point médical aussi. Et je me disais, waouh, ça se peut pas qu'il n'y ait pas d'autres pays qui n'ont pas développé d'autres approches, c'est impossible. Fait que mon leitmotiv et mon why, ma direction était tellement comme, c'était une mission, c'était pas drôle, il fallait que je sache. J'étais poussée à partir. Au départ, je voulais voyager. J'ai commencé à travailler jeune pour voyager, puis mon voyage se repoussait parce que, bon, mon ami avait eu la mono, l'année d'après, il n'y avait plus d'argent, l'année d'après, ben, il partait à 7 personnes, c'était un peu trop, il me dit, ouais, bon. Donc, je n'arrêtais pas de reporter, j'étais partie avec mon fiancé. Encore là, on s'est quitté avant. Je découvre ma copine qui voulait partir, elle aussi, qui avait laissé son copain, donc on s'est dit, go, on part ensemble. 2 filles, c'est déjà ça. C'était déjà effrayant, on avait 19 ans, partir tout seul, à deux. C'était quelqu'un de très mature, très intelligente aussi, une belle curiosité, une belle énergie généralement. Donc, ça facilitait, puis bien organisé aussi, avec plein de ressources qui allaient fouiner dans les livres, avec plein d'options pour être hébergé par les gens, avec des réseaux vraiment pacifistes et très ouverts d'esprit qui nous permettaient de faire un saut avec une certaine confiance, on va dire, parce qu'on savait qu'on n'était pas que laissés à nous-mêmes. On avait des gens en chemin qui pouvaient nous éclairer et puis surtout aussi nous sortir de juste l'univers hôtel, auberge, mais être avec les gens, parce que quand même, à part l'architecture, puis l'histoire, ça peut être sympa, mais en bout de ligne, c'est quand même les gens qui sont intéressants quand on voyage. Surtout quand on étudie la psychologie de terrain, on se dit, ouais, ok, c'est plus les gens qui vont être intéressants plus que le reste. Mais le reste vient avec, tant mieux. Hein? On dit pas non, mais les paysages et tout ça. Mais donc, je découvre aussi dans cette dernière année Kieslowski, qui a été, voilà, après Carl Rogers, puis mon frère, qui était mon premier père spirituel, qui était, disons, mon troisième père spirituel, parce que Kieslowski, c'est un réalisateur, vous devez connaître, ça jouait à la télé, là, presque chaque année, dans les années, mon Dieu, 90, dans le temps de Pâques, avec les 10 commandements. Vous savez, ces histoires sur, voilà, tu ne tueras point, tu ne convoiteras pas la femme de l'autre. Bon, tout plein de trucs un peu, on peut dire moral, mais réaménagés
parce qu'au fond, c'était des questions d'éthique, c'était des questions que tout le monde vit, peu importe où on est, où on habite sur la planète, on a tous un petit peu, on arrive tous un jour ou l'autre à plusieurs de ces questions, sinon tous. Euh, et ce qui faisait la beauté justement de Kieślowski, c'est un réalisateur polonais. Bon, il y avait de la super musique avec Preissner en fond, c'est sûr que ça l'aidait beaucoup. Mais il a fait ses films avec un ami à lui qui était avocat. Et ils se sont dit, en fait, le but, c'était de faire des films où on se questionnait justement sur un peu nos lois et notre système juridique pour comprendre, en fait, au lieu de comprendre les différences dans les cultures, de comprendre ce qui nous assemble, donc ce qui rassemble tous les peuples un peu enfin. Et donc, c'était un peu toutes ces questions-là qui sont des questions d'éthique. Donc, un petit peu une coche au-dessus de la morale ou de la politique, justement, parce que la politique, c'est quand, bon, tout le monde s'entend là-dessus, c'est écrit, on est obligé d'agir comme ça, sinon on a des conséquences. Punition, amende. La morale, bon, c'est un peu le rejet social, ce qu'on a de moins en moins en ville. Et bon, selon où on habite, on est dans une époque où il y a de plus en plus de liberté. C'est un peu tout le monde fait un peu ce qu'il veut à quelque part. Donc, c'est de retrouver ce qui est bien et pas bien à faire. Je pense que le seul raisonnement valable, c'est un peu les questions d'éthique. Quand on se dit, je ferai pas à l'autre ce que je voudrais pas qu'on me fasse. Et ma liberté, ben, j'ai le droit d'en profiter comme je veux, en autant que ça brime pas celle de l'autre. Donc, c'est ça, elle finit un peu ma liberté là où elle commence à enfreindre celle de l'autre. Donc, c'est un petit peu, en gros, là, des raisonnements d'éthique. Et c'est pas des raisonnements que l'école peut nous forcer ou notre famille ou quoi. Ça doit vraiment venir de nous. Et souvent de chocs, un peu comme ça, quand on a la perte de gens ou la mort ou un accident ou des événements un petit peu choquants. J'avais un peu tous vécu, y compris ouais, des accidents bon, qui faisaient que je ne pouvais pas utiliser mon bras ou des choses comme ça, puis que je me recentrais, puis je me disais, waouh, merveilleux. Merci, bras, d'être là, parce que quand tu le retrouves après, tu te dis, OK, tu sais, mon corps est devenu un très bon ami. Je me suis mis à parler à mon corps, en fait, depuis ces époques-là. Je me disais, waouh, merci, tu sais. Donc, c'est un peu ça, tu sais, les chocs de la vie peuvent être autant des apprentissages, merci de les avoir. C'est sûr qu'on ne les voit pas comme ça sur le coup, c'est évident. Enfin, on passe par des périodes de choc et de déni. Voilà, vous connaissez peut-être un petit peu les chocs du deuil, hein, que ce soit un deuil temporaire d'un membre ou d'une situation ou d'une relation ou d'une personne qu'on a perdue. On passe un petit peu tous par ces mécanismes typiques-là. Donc, tout ça pour dire que, histoire courte, j'ai continué à aimer beaucoup la psychologie en dehors de l'école. J'ai découvert la géographie parce que ça me donnait des outils pour comprendre un petit peu le monde et ce qui se passe à l'étranger. Et j'ai relié beaucoup les deux. Donc, psychologie et géographie, parce que j'aime bien aller piger dans d'autres espaces monde. Ce qui se passe au niveau de la psychologie, et en fait, ça se passe chez les gens, hein, c'est au niveau de l'entraide naturelle qui se passe. Ouais, des fois, dans des pays trop riches où l'État a pris le rôle de remplacer la famille, c'est-à-dire on a besoin de quelque chose, on demande à la banque, on demande à l'État, mais bon, la famille, on n'en parle pas trop. On est un peu dans... Souvent, on cache et on ne demande pas parce que voilà, on est supposé avoir l'État et la banque qui nous aident, alors que ce n'est pas vrai, ça ne remplacera jamais une famille. Et ça aussi, ça me blessait, tu sais, de voir que c'était comme ça au Canada, en fait. Puis c'est pas méchant, les gens, ils ont zéro méchanceté, hein. C'était fait pour pas embêter les gens, en fait. On n'en parle pas. Il y a comme beaucoup de silence, en fait, non dit. Et, mais
parfois, il y a vraiment ses limites. Et justement, tu dis, ça aussi, ça faisait partie des ressources que je trouve importantes d'aller trouver à l'étranger. Et, et souvent, on voit que la richesse d'un État peut amener la pauvreté à différents niveaux. Voilà, les valeurs familiales, naturelles d'entraide. Comme on a des petites familles de nos jours, c'est beaucoup plus difficile aussi d'être liés. On habite souvent plus loin aussi. Il y a peut-être un peu plus facilement de chicanes ou de conflits. Quand on était, ma mère, elle était de 13 enfants, donc bon, même si elle s'entendait pas avec une ou deux personnes, elle avait 3-4 au moins à qui elle pouvait parler quasi quotidiennement, hein. Donc il y avait un soutien, mais informel. Il n'y avait pas besoin de demander d'aide. Les gens proposaient de l'aide. C'était une autre planète, hein. C'était vraiment des valeurs qui étaient différentes et qui changent, en fait, qui changent beaucoup avec notre situation actuelle. Et, euh, et moi, j'ai toujours eu envie de me dire, mais il faut recréer un truc. Et sans donner tout à l'État non plus, parce qu'il ne remplacera pas la famille, et ni aux banques non plus, et aux institutions, ou au travail, ou à l'argent, de dire, j'achète tout, quoi, j'achète tous les services. Et, je veux dire, oui, j'ai étudié la psychologie, oui, j'aime l'humain, mais que de payer tout le temps pour consulter des gens, je trouve que c'est un peu exagéré, quoi. On devrait, en plus que la femme, justement, bon, elle a retrouvé beaucoup de liberté à pouvoir travailler, à intégrer des milieux, disons, très masculins, tout son rôle féminin, de support entre elles, de support par la bande, ben, il n'existe plus, parce qu'on n'a plus le temps, parce qu'on travaille tous trop. Alors, du coup, ça crée beaucoup de malaise au niveau de la psychologie de chacun, en fait. Et tout le monde se cache, personne n'en parle vraiment, parce qu'on est dans la politesse et tout. Et tout ça pour dire que je suis allée chercher beaucoup d'outils au fil des années. Bon, je rentrerai pas dans la phase géographie parce que je me suis baignée dans la géographie. J'ai fait un bout de temps en environnement. J'ai adoré apprendre les plantes, l'agriculture bio, en tout cas, bref, créer de l'emploi en environnement. J'ai fait beaucoup de trucs en environnement, parce que bon, oui, effectivement, il y avait j'étais au début où il y avait les premiers écoquartiers, c'était possible de se mélanger. Je le faisais pas pour l'argent, évidemment, ni travailler dans les magasins bio pour apprendre la pharmacopée et les trucs de médecine douce. Je le faisais pour la connaissance, les copines aussi, qui étaient très chouettes, l'échange qu'il y avait, qui pouvait être sympa. Et ensuite, voilà, j'ai plus travaillé en tourisme. Je suis retournée en Europe. J'ai habité là-bas parce que, bon, le tourisme est aussi plus vivant longtemps. Et j'ai aussi rencontré mon fiancé là-bas. Donc, j'y suis retournée. J'y suis restée le plus possible. Je suis revenue un peu pour des études. Retournée. Là, je confirme mes études de géographie parce que je voulais surtout apprendre sur le terrain. Donc, tout ça pour dire que j'ai toujours eu un pied dans la psychologie. J'ai gardé mon pied. Dans les dernières années, je me suis formée en hypnose parce que je trouvais que c'était une des méthodes les plus pratiques et rapides pour se connecter avec son inconscient, parce qu'évidemment, en psychologie, on voit Freud, on voit Jung. Jung, ça a tout de suite été un ami. Freud, c'était comme un cousin aussi, mais Jung, ça a été, ah, ok, ouais, lui, il vient toucher des aspects que je trouve vraiment non négligeables. Évidemment qu'on est, on est conditionné, qu'on le veuille ou pas. On a des réflexes qui nous viennent de nous, qui nous viennent de notre environnement, qui nous viennent de blessures qu'on a eues souvent dans le passé, jeune, mais parfois même le questionnement, c'est est-ce que ça vient de avant? Alors, voilà. Voilà pour cette intro. Ça fait déjà presque 25 minutes, donc je vous souhaite une très belle journée et à bientôt pour la suite. Salut!